Et salut à tous, on se retrouve pour cette vidéo d'analyse macro et technique sur les marchés financiers, sur la bourse en général, pour parler de ce qui se passe sur le marché et de comment on va continuer à développer notre stratégie. Pas mal de choses là aujourd'hui à vous dire, mais comme souvent, hein, il se passe quand même la plupart du temps pas mal de choses sur les marchés. Peut-être que progressivement, ça va devenir un peu plus calme à l'approche de l'été, mais même là-dessus, il faut se méfier. En gros, au menu aujourd'hui, on va parler rapidement de macro parce qu'il y avait eu quand même une grosse semaine avec à la fois la décision de la Banque centrale américaine. Alors, il y avait d'autres banques centrales hein, qui prenaient aussi leurs décisions sur les taux d'intérêt, mais la plus importante c'était la Fed. Donc, je vais revenir rapidement dessus. Il y a eu des résultats. Les résultats, ça, des mastodontes de Wall Street, les Magnificent Seven, les Amazon, Google, Meta, etc., qui publiaient leurs résultats en milieu de semaine, là. Et puis, quelques statistiques justement pour vous montrer les flux au niveau de tout ce qui est fonds d'investissement, family office, pour vous montrer que contrairement à ce que beaucoup disent, avec un ton un peu catastrophiste qui fait faire des vues sur Internet, eh bien pour l'instant, on a sur la plupart des secteurs, quand je parle de la finance traditionnelle et en particulier les semi-conducteurs, on a des flux d'achat qui sont tout à fait satisfaisants et on n'a pas de red flag qui veut dire qu'un crash de la bourse serait imminent, contrairement à ce que certains disent. Et puis, bien sûr, la dernière partie et la plus grosse partie de la vidéo sur l'analyse technique, je vais vous donner mes niveaux, ce que je vois sur plein de secteurs, que ce soit les indices, les cryptos, les matières premières, des actions individuelles, des secteurs que je trouve les plus intéressants pour faire augmenter un patrimoine, hein, un capital. Où est-ce qu'il faut être positionné, où est-ce qu'il faut être plus prudent, etc. Donc allons-y. Regardez sur ce rapport de Forbes ici. On commence donc les résultats des Magnificent Seven. Il y en a, on va dire, la plupart, en fait, sauf Nvidia, ont déjà publié, ça y est, c'est fait. Et il y a surtout eu, mercredi, il y avait en même temps Microsoft, Google, Alphabet, Meta, ex-Facebook, et Amazon. Et jeudi, on avait Apple. On attend surtout, bon, Tesla, on va mettre ça un petit peu à part là pour cette vidéo. Et puis, on a Nvidia qui viendra un peu plus tard, au mois de mai, pour ses résultats. C'est toujours dans les derniers à publier. Et qu'est-ce que vous voyez ici par rapport au diagramme, à l'histogramme rouge, qui est en fait ce qui s'est véritablement passé et les résultats qui sont tombés au niveau en fait, des earnings, hein, des résultats sur l'entreprise et la croissance. D'une année sur l'autre et en côté un petit peu, je dirais, jaune marron là, c'était ce qui était estimé. Et ben vous pouvez voir que du côté surtout de Google, ça a été un carton plein, 82% contre 5,3%, même un petit peu ce qui était attendu, même un peu dans le négatif. Donc sur la croissance de Google, c'est battu à plat de couture par rapport aux attentes des analystes. Au niveau de Meta, Facebook, c'est pareil, hein, quand même 62% contre 3,3. Et Amazon, pareil. Enfin, en gros, ils engrangent, si vous voulez, au niveau des résultats nets, du cash engrangé, etc. Ils battent largement les attentes. C'est un petit peu plus en ligne, mais ça bat quand même du côté de Microsoft et d'Apple. La déception, c'est un peu plus Tesla comme vous le voyez ici, mais qui est en pleine restructuration un peu au niveau de la stratégie. Comme je dis, on va laisser ça à part. Donc, par rapport aux attentes et à ce qui est tombé, ça bat au niveau des Magnificent Seven. Le business tourne toujours à plein régime. Maintenant, si on regarde un petit peu plus dans le détail, ici, si on regarde toutes les sociétés qui ont publié pour l'instant, vous aviez attendu sur ce premier trimestre 2026 à peu près une croissance des bénéfices de 13,2 et en fait pour l'instant on fait 27,1. Donc vous voyez que c'est super. Et ensuite il y avait CY, c'est sur le calendrier, donc c'est ce qui était attendu sur toute l'année, 20,6 et on a déjà battu ça rien que sur le premier trimestre.
Ça peut encore évoluer si on a d'autres trimestres qui, eux, sont négatifs, évidemment. Mais bon, pour l'instant, on peut dire que ça part fort. Donc, en fait, tout va bien au niveau de la tech américaine, si je veux un petit peu caricaturer. Mais tout ça vous montre qu'il n'y a pas de red flag et que le marché, malgré ce qui s'est passé au niveau de la géopolitique, vous voyez bien que dès qu'il a commencé à avoir des baisses de tension et que c'est bon, c'est toujours bloqué un peu sur Hormuz, il y a un problème avec le pétrole, on va y revenir toujours, le prix éventuellement de l'énergie. Il y a certes ça, mais le marché achète le sérieux que ça va se régler. Ça va se régler dans le trimestre à venir, là, ou d'ici cet été, et que surtout les mastodontes de Wall Street, eux, au niveau de l'intelligence artificielle, des semi-conducteurs, il y a du business, il y a de la croissance à ce niveau-là, et c'est ça qu'on paye sur le marché. Et si on est bien orienté dans son portefeuille, eh bien, on prend la performance. Et ensuite, quand vous regardez justement pour rentrer un petit peu plus dans le détail, qu'est-ce qui crée la performance pour l'instant sur le marché? Les deux plus gros, c'est les small cap. Ici en bleu marine, là, 13,8, Russell 2000 small cap. Donc vous avez à l'intérieur des plus petites entreprises qui quand même arrivent à être sur des secteurs, ça peut être sur les secteurs de la mémoire, ça peut être sur les secteurs de l'énergie nucléaire, sur le quantique, mais on va revenir, tous ces secteurs-là que je suis pour vous, ces sous-domaines, ça booste. Il y a un marché qui anticipe le fait qu'il va y avoir le futur s'inscrit dans ces secteurs-là et il va y avoir de la de la croissance qui va se faire et des gains de productivité qui vont se faire sur ces secteurs. Et après, évidemment, depuis le début de l'année, ce que vous voyez en énorme ici, c'est le secteur de l'énergie. Et évidemment, là, c'est le contexte. On a des pétrolières ou des pure players de l'énergie qui ont largement profité de la hausse du coût de l'énergie, ceux qui sont aussi sur des infrastructures, des utilities, services aux collectivités, ça a largement poussé l'indice. Et vous voyez qu'en général, ça pousse quand même. Alors, dans tout ça, les Magnificent Seven, malgré les super résultats qu'on a vus, c'est pas eux qui ont le plus contribué justement à la performance. Bien sûr, là, je parle, c'est dans le S&P 500, pas dans le Nasdaq. Donc là, on parle du S&P 500. Vous avez tous les secteurs qui sont à terme représentés hein. Dans le S&P 500, il y a la finance, la santé, euh, les biens de consommation de base, l'énergie, justement, etc. Donc c'est aussi pour ça. Mais ça vous donne bien un aperçu. Maintenant, le deuxième graphique que je voulais vous montrer, qui vient de Bloomberg, c'est ce qu'on appelle les réallocations, tout ce qui est rebalancing ou autre révision de positionnement de gros fonds. Sur quoi ils ont réévalué un petit peu leur positionnement. Et vous voyez, la plupart du temps, dans le positif ici, eh ben, au niveau de l'énergie, énorme, énorme repositionnement, hein. Vous voyez, des réallocations. L'argent est injecté. Donc, c'est pas comme si on était dans un contexte de marché complètement risk-off où vous aviez de l'argent qui sortirait de tous les secteurs et où là, je vous dirais, bon, bah, c'est alerte rouge, il faut repasser en cash essentiellement et attendre. Il y a des secteurs où de l'argent est sorti, mais généralement, c'est pas les plus marquants, ceux qui vont poser le plus lourd. On a dans le retailing, donc le commerce de détail, ça sort un petit peu, des services aux consommateurs, certaines consommations liées aux applications, donc là c'est lié un petit peu au logiciel, dans le transport aussi, dans l'automobile et les composants, c'est sorti, comparé à il y a un mois là, ici, hein. Donc c'est ce que vous voyez ici. Et les secteurs qui sont les plus marquants, donc c'est l'énergie, les semi-conducteurs et autres voilà, équipements liés à la technologie, donc infra typique. Et c'est là qu'on a des grosses montées. Les matériaux, parce que il y a des matériaux liés, là-dedans on peut retrouver du cuivre, on peut retrouver des matériaux liés encore une fois aux semi-conducteurs ou autres terres rares qui vont servir aussi. Et puis vous avez tech hardware aussi, équipement. Donc vous voyez surtout là que en fait vous avez de l'injection de, de capital au niveau des fonds. Donc ils sont pas en train de sortir pour l'instant de ces secteurs. Bien sûr, ça peut évoluer assez vite, mais c'était ce que je voulais vous montrer au niveau des datas. Maintenant, la Fed, c'était un peu un non-événement. Mercredi, c'était le dernier, ce qu'on appelle FOMC, Federal Open Market Committee,
de Jérôme Powell, là où ils prennent la décision sur les taux d'intérêt. Et comme le consensus l'attendait largement, les taux sont restés inchangés, donc dans une fourchette entre 3,5 et 3,75% pour le taux directeur américain. Et même, je dirais, dans son discours, Jérôme Powell a été fidèle à lui-même en disant que pour lui, le taux était assez neutre et que la Fed attendait. Parce qu'il estimait que le taux actuel, là, de 3,5, qui peut nous sembler un peu haut, hein, historiquement, à ce qui s'est passé sur la dernière décennie sur les marchés, on avait des taux plus bas. Donc, qui étaient censés être plus pour booster davantage l'économie et les investissements. Mais lui disait que là, actuellement, c'était le taux neutre, parce qu'évidemment, il prenait en compte que le conflit en Iran pouvait durer et qu'il pouvait y avoir de l'inflation qui pourrait être amenée par des coûts de l'énergie et du pétrole qui seraient plus longtemps plus hauts. Et donc, si ça durait, il pourrait être amené à monter les taux justement pour limiter cet effet inflationniste sur les prix, mais que il prenait aussi en compte le danger de l'intelligence artificielle sur l'emploi, qui pourrait amener de la destruction d'emplois, un ralentissement du marché du travail américain, et que dans ce cas-là, il se laissait aussi la possibilité, si c'était ça qui se matérialisait d'abord, de pouvoir baisser les taux pour essayer de booster l'économie, booster la croissance et soutenir l'emploi. Donc, bon voilà, ça nous avance pas tellement. Maintenant, de toute façon, on a quasiment à 99% la confirmation que c'est donc Kevin Warsh qui va passer à partir du 15 mai, qui va être le nouveau directeur de la Fed, chairman, comme ils disent. Et donc, le prochain rendez-vous de la Fed sur les taux, ce sera au mois de juin, à la mi-juin. Et ce sera la première réunion présidée par Warsh. Et on sait que Warsh a quand même été nommé par Trump, qu'il est censé être plus favorable, mais ça on verra, parce qu'il dit qu'il veut rester, lui, il prétend hein, qu'il va être indépendant par rapport à Trump et qu'il ne subira pas les pressions de Trump qui demandent de baisser les taux. Il dit qu'il sera complètement indépendant, qu'il aura une approche bien sûr différente de Powell, qui ne regardera pas que les taux, qui regardera le bilan de la Fed. Je ne veux pas rentrer plus dans le détail dans cette vidéo, mais ce sera important de voir si pour son premier, sa première réunion sur les taux de la Fed, Warsh fait une baisse des taux même de 0,25 pour faire plaisir à Trump entre guillemets, ou voir s'il va pouvoir le justifier vraiment. S'il fait ça, on verra la réaction sur les marchés. Ça pourrait booster encore plus les actifs risqués ou certains pourraient s'inquiéter d'une perte d'indépendance de la Fed. Donc ça, c'est un dossier qu'on surveillera jusqu'à l'été, hein, jusqu'à début juillet. Ce sera quelque chose qui va nous occuper notamment au mois de juin. Donc c'était grosso modo un événement qui n'a pas tant fait bouger les marchés. Et après, comme je vous ai dit, au niveau des earnings des Magnificent Seven, comme on a vu, ils ont tous battu ils ont tous battu en fait les attentes des analystes, mais il y a eu des réactions un peu contrastées, et ça, je vais y revenir un peu plus tard sur les graphiques quand je ferai les différents secteurs, parce que rappelez-vous d'une chose, il faut surveiller les investissements, ce qu'on appelle les CAPEX, et donc maintenant les dépenses d'investissement, parce que ces mastodontes font bah, l'argent qu'ils injectent dans les technologies IA, dans les data centers, et qu'est-ce que ça représente par rapport à leur trésorerie actuelle, par rapport à leurs bénéfices actuels, et si ça va pas trop venir rogner leur trésor de guerre en quelque sorte. Et c'est souvent ce que regarde le marché, et vous verrez que sur certaines valeurs comme Meta, le marché est un peu dubitatif parce qu'il y a d'énormes sommes déployées dans l'IA là et qui sont prévues d'être encore déployées à l'avenir qui sont des décisions faites comme ça par Mark Zuckerberg, et où le marché se dit, par rapport au retour sur investissement attendu, on est encore un peu dubitatif. Donc c'est ça aussi qu'il faut regarder, et pas simplement les résultats, parce que ce sont des mastodontes, hein, et généralement ils battent les résultats, hein. Tout va bien sur leur secteur pour l'instant. Donc le S&P 500, ici on regarde ES, je suis en unité de temps journalière, sauf si je change en live le prix ou les points de l'instrument qu'on regarde sur l'axe des ordonnées, et en abscisse les dates. Donc vous voyez bien que depuis fin mars, début avril, c'est, comme on dit, full bull control, contrôle total des acheteurs. Donc sur le S&P 500, après une consolidation en fin d'année dernière, début d'année et une baisse liée à la guerre d'Iran, on a largement récupéré et on est remonté beaucoup plus vite même que ce qu'on était descendu. Donc sur les indices américains, ça va bien. Si on regarde sur la semaine jeudi, suite aux résultats, vous voyez que globalement, hein, on est beaucoup monté.
Et là, on pourrait chipoter en disant qu'effectivement, on continue à monter vendredi. Ici, hein, c'est cette journée-là, la journée de vendredi. On finit ce qu'on appelle en mèche haute. Donc, ça veut dire que à un moment donné dans la séance, il y a eu des prises de bénéfices et qu'on termine la séance plus bas voilà, que ce qu'on avait eu en tout début ou en cours de séance. Mais on est tellement monté ici, vous avez juste je mets quelques indicateurs très simples, hein, de temps en temps quelques niveaux Fibonacci, mais en jaune, comme ça je vous le redis, c'est une moyenne mobile exponentielle 12, en violet c'est une 26, et pour des fois du plus long terme en rouge, là c'est une moyenne mobile 200, 200 périodes. Donc, en fait, depuis qu'on a accéléré, début avril, la moyenne mobile et l'EMA 12 fait office en fait de support. On ride cette EMA 12 et il y aura vraiment zéro red flag tant qu'on va rider cette EMA 12. Maintenant, j'ai fait les niveaux FIBO. Pour l'instant, ça peut évoluer en permanence, hein, du point bas de fin mars au point haut effectué et des retracements Fibonacci qui peuvent être tout à fait corrects dans une tendance, dans un suivi de tendance, par exemple le 0,38,2 de retracement, qui correspond maintenant à peu près aux anciens plus hauts de début d'année 2026, hein. Eh bien, c'est 6 938 points sur le S&P 500, alors qu'on est maintenant à presque 7 250 là. Et donc, on pourrait très bien, s'il y a une correction un peu plus importante qui se met en place, on pourra aller chercher ça, retester les anciens plus hauts, et puis gentiment repartir. Finalement, ça nous permettrait de se replacer légèrement, hein, si on a ce type de price action qui se met en place. Si on passe en dessous des 0,38,2 en commençant à repasser donc du coup sous les moyennes mobiles 12 et 26 et qu'elle commence à devenir résistance, là ce sera autre chose. On pourra anticiper une correction, se dire qu'on est dans une correction un peu plus marquée. Mais voilà, regardez, franchement, même si je regarde un petit peu en hebdomadaire avec vous, c'est puissant, quoi. Les 5 dernières semaines, c'est que de la hausse. On a même de la place pour faire un plus bas, plus haut que le précédent, même en unité de temps hebdomadaire, hein. Donc tout ça reste sur le moyen terme haussier. Rien à dire, les acheteurs ont complètement repris le contrôle sur le S&P 500. Sur le Nasdaq, ce sera la même chose avec encore un peu plus de volatilité, puisque sur le Nasdaq, c'est l'indice des techs. Donc là-dedans, on va avoir beaucoup, et les Magnificent Seven, les semi-conducteurs, etc. Mais vous voyez que c'est assez similaire. C'est pareil. De temps en temps, on fait des petites séances de baisse. Alors, pour l'instant, c'est très vite racheté. On est clairement en découverte de prix, presque à 27 800 points sur le Nasdaq. Lui, il y a même eu moins, si vous voyez, hein, comparé au S&P 500. Sur la journée de vendredi, il y a eu moins d'effets de prise de profit. Donc, ça veut même dire que vendredi, c'est plutôt d'autres secteurs hors technologie qui ont pris des profits avant le week-end. Donc, pour ce qui est l'IA, les semi-conducteurs, il y a encore moins de red flags, hein, par rapport au S&P 500. On pourrait continuer à monter comme ça progressivement en allant se reposer de temps en temps sur la moyenne mobile 12 que vous voyez en jaune et puis continuer à monter. Pour l'instant, pas de red flag. C'est clair et net. Si on regarde l'indice des semi-conducteurs, des small caps, c'est pareil. Ça, c'est un indicateur de risk on sur un marché. Quand vous avez les petites et moyennes entreprises, pour le coup, la américaine, l'indice IWM de ces entreprises-là, ça veut dire que le marché est globalement risk on. On veut reprendre du risque. Pareil, on avait corrigé, et puis depuis le 1er avril, on remonte. Là, on s'est même permis à un moment donné de consolider un peu plus comparé au S&P 500 et au Nasdaq sur IWM, mais on s'est appuyé sur quoi? Sur la moyenne mobile de l'EMA 12 en daily, et là, on finit la semaine quasiment au plus haut de tous les temps sur l'indice des small caps. Donc ça, après, je vais voir juste après avec vous plus en détail certains secteurs, mais pareil, il n'y a pas de red flag non plus. Donc le narratif peut être une chose, mais en bourse, il faut plus qu'un narratif. Vous avez des gens qui disent ça craint en Iran, ça peut dégénérer. Oui, d'accord, vous pouvez dire ça pendant des semaines. Le marché, lui, peut continuer à voir, comme je disais, le verre à moitié plein pendant des semaines. Et c'est du manque à gagner parce que vous n'êtes pas exposé. Donc il faut savoir distinguer le narratif. Et je sais que ça paraît un peu, je veux pas faire du jugement de valeur, même de ce qui se passe dans l'économie réelle, avec ça peut être difficile pour les gens, avec du hausse du coût de l'essence, etc.
Mais quand on regarde des marchés financiers comme ça, vous avez tout un tas de secteurs, et notamment maintenant un secteur tech, eh bien, il faut complètement voir ça différemment. Maintenant, on va regarder des choses où c'est un peu plus compliqué, un peu plus nuancé. Les crypto-monnaies, le Bitcoin. Là, je suis en journalier. Bitcoin, vous voyez, lui aussi, finalement, il a rebondi depuis début avril, mais de manière beaucoup plus timide que les indices américains. Donc, ça veut dire que actuellement, la hype, le flux d'argent, il se déverse davantage dans les semi-conducteurs, ce qui est lié à la mémoire, à l'intelligence artificielle, un peu la photonique, d'autres sous-secteurs si vous voulez. C'est là-dedans que surtout la performance se fait, et moins sur d'autres secteurs. Et malheureusement, ça se fait pas pour les fans des crypto-monnaies, ça se fait beaucoup moins sur Bitcoin. Je vais redézoomer après. Allez, allez, je le fais tout de suite quand même pour vous montrer la différence, parce que le plus haut de Bitcoin, c'était, je le rappelle, 125 000 dollars en octobre 2025. Vous voyez quand on est loin. Alors que le Nasdaq et le S&P 500, eux, ils sont déjà sur des records. Nasdaq et S&P 500, par rapport à Bitcoin, c'est comme si le Bitcoin était déjà là, lui, vous voyez, à 130 000 et plus. La différence est énorme. On est même encore potentiellement dans un marché en unité de temps journalière ici. Même si on a ce rebond là qui peut être intéressant, nous on a su bien se placer régulièrement. On a un marché qui est toujours sous le contrôle des vendeurs là pour le coup. Il faut savoir être objectif. Donc ici, j'ai mis les retracements Fibonacci de la vague de baisse depuis le record de Bitcoin. On n'est même pas à 38,2 de retracement, qui est clairement un niveau où les vendeurs pourraient attendre tranquillement qu'on y aille et puis derrière se remettre à prendre des positions plus agressives. Donc pour l'instant, à très court terme, lui aussi il ride un peu ses moyennes mobiles, ses EMA 12 et 26, le Bitcoin. Mais que c'est dur, que c'est dur par rapport au secteur technologique américain pour monter et aller faire de la performance. Surtout que maintenant, après tout ce temps, on arrive sur une zone ici qui était une ancienne zone d'imbalance daily, weekly que j'avais noté. Donc, mais ça correspond au niveau rond des 80 000. Et vous avez l'EMA 200 qui elle est à 82, et bien sûr donc les 0,38,2 de Fibonacci, de retracement de toute la baisse qui sont là. Donc déjà, pas besoin d'aller plus loin, on a trois potentielles résistances sur lesquelles il faudra se méfier. Les 80 000 ici dans la zone d'imbalance, les 82 000 avec la moyenne mobile 200 qui arrive à ce contact, moyenne, niveau de prix donc dynamique, et puis un niveau Fibonacci qui correspond à un ancien support, hein, ici de janvier, même novembre, pardon, dès novembre 2025, qui était ce fameux niveau grosso modo des 85. Hein. Et donc là, ici, ce sera l'heure de vérité pour Bitcoin. Soit on arrive à consolider, être solide, et les acheteurs prennent la main, mais si derrière, en plus, on se met à corriger sur les indices, Nasdaq, etc., on pourrait assister à une rebaisse. Et derrière, on verra en temps voulu quel niveau on prend. Est-ce que c'est vraiment une forte baisse et on retourne sur les plus bas, aller reprendre les liquidités qu'il y avait ici et carrément sous les 60 000 dollars? On verra. Mais c'est une possibilité sur Bitcoin. Donc à voir. On est très loin d'être sorti d'affaires. Ces derniers jours, on récupérait un peu, mais à voir. Sur Ethereum, je fais pas plus long. J'avais fait, vous voyez, des autres vidéos où je disais qu'on pouvait déjà aller au contact de la moyenne mobile 200, mais c'est très long. Hein. On a tendance même à limite, on a du mal à tenir les moyennes mobiles exponentielles ici sur Ethereum. Donc j'ai envie de dire déjà dans un premier temps, il faudrait retourner aux 2500 hein, pour voir sur Ethereum pour redevenir un peu plus confiant. Après, il y a des positions qu'on peut tenir comme TAO qui sur le long terme ont des structures un peu différentes et il fallait jouer potentiellement ici effectivement un daily, même weekly higher low, donc un point bas plus haut que le précédent, de celui de janvier-février 2026, pour peut-être, sur cette crypto liée à l'IA, commencer à retourner une tendance plus long terme. On n'y est pas encore, mais là on a un premier travail qui est fait et qui est intéressant. Donc on a certaines cryptos, mais pas beaucoup, qui peuvent être intéressantes, comme TAO, hein. Et il y a Hype aussi. J'en reparlerai dans une autre vidéo, là j'ai pas le temps. On va parler des secteurs. SMH, donc c'est le secteur des semi-conducteurs, un ETF qui permet de voir à peu près toutes les valeurs intéressantes des semi-conducteurs.
contrôle total des acheteurs, comme vous voyez, une hausse phénoménale depuis fin mars, début avril. D'ailleurs, vous voyez bien comme souvent, quand on vient faire une sorte de prise de liquidité d'un faux break, là ici on a eu un faux break baissier, on l'invalide. Derrière, c'est souvent intéressant pour jouer le contre-pied et donc le mouvement haussier. Donc sur les semi-conducteurs, c'est le leader du marché, c'est lui qui nous fait monter les prix, c'est là-dessus qu'on peut aller choper de la performance. C'est lui qui tire le Nasdaq notamment, parce qu'à l'intérieur, vous avez différents champions des semi-conducteurs. On pourrait très bien consolider, aller sur la moyenne mobile 12 et continuer comme ça à aller toujours plus haut. Pour l'instant, il n'y a aucun red flag. À l'intérieur, donc vous avez dans les semi-conducteurs, vous avez Nvidia, un grand champion. Lui, sur la fin de semaine, il a consolidé, mais parce qu'il est en train de tester ses plus hauts historiques. Il a fait une tentative de sortie au-dessus du niveau d'octobre 2025, donc au-dessus de 210, quoi, clairement 210 dollars. On rejette, mais là, on a une possibilité de consolider hein, sur une zone qu'on a longuement travaillée, hein, justement, pendant le premier trimestre 2026. Et derrière, si Nvidia commence à travailler ça et à repartir, bah, ça va aussi aider SMH et le Nasdaq à aller plus haut. Mais vous avez des valeurs de la mémoire comme Micron Technology. Là, vous voyez que c'est encore plus fort qu'Nvidia. On a des actions qui tirent le marché. C'est un peu la même chose, vous voyez, ça ressemble à SMH. À un moment donné, on a tenté de faire un faux break, on repart à la hausse, et là, on est complètement haussier sur une belle tendance haussière en daily. Pas de red flag. Et vous avez aussi SanDisk, qui est une autre entreprise. Ceux de la mémoire se portent très bien. SanDisk, par exemple, vendredi, on finit au plus haut de tous les temps, une tendance extrême. Vous voyez que à la fin de l'année dernière, on était à 200 et quelques dollars. Là, on est à 1100 et quelques dollars. Donc, c'est pour vous montrer que dans le milieu des semi-conducteurs, alors ces valeurs-là sont aussi dans le Nasdaq, hein, mais individuellement, c'est très volatile, mais c'est pour l'instant très fort et ça montre la domination absolue des acheteurs sur ce secteur. En autre secteur, après, bah, on peut surveiller globalement ce que font les Mac 7. Donc, on revenait de plus loin sur les Mac 7. On n'a pas encore rebattu le record. Mais vous voyez que pareil, depuis début avril, eh bien, on remonte bien. Et là, on a consolidé. Jeudi, sur les earnings, on s'est fait un peu peur. Et là, on repart. Et on va voir la semaine prochaine, hein, si ça se passe bien sur les Mac 7, ce sera l'occasion d'aller tester les records vers 69 hein, sur cette ETF MAGS pour aller pousser aussi le marché à la hausse. Et c'est ça, cette rotation qu'on va essayer de chercher. C'est-à-dire que si SMH, lui qui était très fort, ce que veulent voir les acheteurs, et ce qui sera intéressant pour nous pour rester acheteurs, orientés à l'achat, que ce soit à plus ou moins à plus court terme ou à plus moyen long terme, c'est si on commence à avoir de la consolidation, je fais par illustration là, hein, qu'on commence à avoir ce type de consolidation sur SMH, et que pendant ce temps-là, vous avez d'autres secteurs les Magnificent Seven, mais d'autres qui commencent à prendre le relais haussier, eux ont consolidé avant. Et là, ils commencent pendant que SMH consolide, eux, ils partent à la hausse. C'est le scénario idéal qu'on veut voir en tant qu'acheteur. Ça veut dire que nous sommes bien dans un marché haussier. Et vous avez les leaders qui poussent. Au moment où les leaders se reposent un peu et consolident, c'est d'autres secteurs qui prennent le relais. C'est comme ça qu'au final, on a des indices S&P 500 et Nasdaq qui vont rider une tendance haussière pendant encore des semaines et des mois. Donc sur Mags, là jeudi, on a tenté de décrocher un peu, on a tout de suite racheté, donc ça peut être intéressant la semaine prochaine pour surveiller ça. Et donc je vous disais sur les Magnificent Seven, autant vous avez Google qui a explosé sur ses résultats, vous voyez, sur les 2 derniers jours, gap haussier, comme c'était très bon et que les investissements que font Google, bon bah le marché se dit, nous ça on y croit, bah on a plus haut historique sur Google. À l'inverse, regardez Meta, comme il y a eu beaucoup d'investissements jugés un peu trop excessifs, c'était presque la réaction inverse sur Meta, plutôt une réaction baissière. Donc même au sein des Max 7, vous voyez, on a des choix à faire. Il y a des acteurs qui sont jugés encore plus crédibles et vous en avez d'autres où on est un peu plus, le marché est un peu plus méfiant. Et puis vous en avez certains qui sont neutres comme Amazon, même si c'est quand même plutôt bon, hein. Sur les earnings, il y a eu une réaction plutôt partagée. On fait du sideways sur les 2 derniers jours là, mais on est sur des plus hauts sur Amazon.
Et vous avez Apple, qui est l'élève le plus sérieux, qui dépense moins en termes d'investissement. C'est pas mal. Apple peut, après une longue consolidation là depuis décembre, vous voyez que sur les earnings, bon, il y a eu des prises de profit vendredi un peu sur Apple, mais la réaction a été plutôt positive sur les résultats d'Apple. Donc voilà, on a même des choix à faire à l'intérieur des Max 7, mais globalement, ça se passe quand même bien. Autre secteur spéculatif, mais les terres rares. Donc c'est un peu moins punchy que les semi-conducteurs SMH, mais voilà aussi un secteur qui est leader. Après une consolidation qui date depuis le début de l'année, on repart à la hausse, on est au-dessus des moyennes mobiles des EMA 12 et 26. On finit la semaine dernière là au plus haut de tous les temps, avec des valeurs comme, j'y reviendrai, alors je vais vous les faire maintenant, tiens, ça fera des valeurs comme MP Material qui est en train de faire une consolidation intéressante là. Après des prises de profit un peu plus marquées, évidemment en octobre, on commence à arriver sur des zones là qui sont intéressantes. Si on passe au-dessus de 70, ça va confirmer sur MP Material de revenir haussier et ça voudra bien dire que l'ETF REMX des terres rares va monter et lui va pousser le marché. Si on a des valeurs comme ça, comme MP Material qui sortent à la hausse pendant que vous avez du Nvidia, du Micron sur les semi-conducteurs qui consolident, là, ce sera très intéressant. USAR aussi, pareil, semi-conducteur, pardon, terres rares, à force, je m'y perds encore plus volatile que MP Material, mais dans une structure à peu près similaire, où on tente là, après cette longue consolidation, de se retourner et de repartir à la hausse. Le niveau clé évidemment à franchir, ce sera les 32 dollars sur USAR. Si ça c'est franchi et qu'on fait une clôture DI au-dessus, c'est très certainement pour aller retourner sur les plus hauts historiques. Et là, vous avez quand même des pourcentages qui sont assez impressionnants, hein, si je le fais avec vous. Même là, d'ici, si on retourne sur les plus hauts historiques, c'est une performance de presque, allez, c'est 67% de hausse encore. Donc vous voyez le potentiel sur ce genre de valeur. Maintenant, si je retourne sur les autres secteurs, les logiciels, bah ça avait plus subi par rapport à l'intelligence artificielle, mais on est peut-être en train d'avoir un secteur qui va prendre le relais par rapport aux semi-conducteurs, puisque il y avait eu une énorme chute hein, avec Anthropic, les modèles qui allaient euh, un petit peu, on va dire, comment dire, bouffer le business, quoi. J'ai pas le mot, mais euh, là tout de suite, qui vont prendre le business des SaaS, des SS2I, etc. En fait, finalement, vous voyez sur IGV, donc cette ETF des logiciels, on tient, on a tenu au niveau des 75 un niveau qui date de très longtemps, un support très important. On a fait mine là aussi d'essayer de le breaker, en fait, pas de confirmation. Et donc là, on peut repartir éventuellement à la hausse dans une sorte de figure chartiste qui vaut ce qu'elle vaut, qui pourrait être une épaule tête-épaule inversée. Donc là, l'épaule, la tête, la deuxième épaule qu'on est en train de faire est derrière. On est en train de repartir à la hausse. Si on franchit clairement les 88-89 sur IGV, ça voudra dire qu'on a les logiciels qui pourraient reprendre le relais pour partir plus haut. Et donc là, on surveillera des grosses valeurs comme Microsoft, qui pourrait lui aussi, là, après son point bas marqué en avril à 360, commencer à retourner vers ses plus hauts et à tenir le marché. Vous avez des valeurs comme ServiceNow aussi, qui ont pas mal subi, qui lui a moins amorcé hein, du tout pour l'instant son retour, mais qui a énormément perdu et qui pourrait faire au moins un rallye pour récupérer un peu. Donc voilà de la rotation qu'on pourrait voir sur des valeurs des logiciels. Tout ce qui est uranium, nucléaire, voilà, vous avez l'ETF ici, URA. On a consolidé depuis un moment, pas de panique globale, mais pour l'instant, bah, l'argent se déploie sur les semi-conducteurs. On est en train d'essayer de faire une consolidation qui est globalement haussière hein, sur le moyen terme, comme vous voyez, où la longue moyenne, le MA 200, continue quand même à porter le prix et faire que la tendance depuis un bon moment et depuis 2024, elle est haussière. Et donc, on pourrait prendre son temps, mais finalement, breaker tout ça à la hausse, hein. Et là, on aurait des valeurs intéressantes dans le portefeuille qui pourraient booster.
SMR, NuScale Power, qui a beaucoup perdu depuis octobre 2025, mais qui a un brevet de réacteur nucléaire modulaire aux États-Unis. On commence à essayer de former un bottom ici. Il faut tenir. Je me suis mis ici un niveau important. Les 10 dollars 65, 10 dollars 70. Maintenant, faut les tenir. Parce que le but, c'est d'essayer de faire un daily higher low pour renverser plus fortement la tendance et repartir. Et là, on aura l'ETF de l'uranium et du nucléaire qui sera un secteur qui va pousser le marché. Au Kaelo, une autre entreprise, pareil, postée sur le nucléaire et l'uranium aux États-Unis, potentielle figure de retournement avec du gros potentiel derrière pour revenir sur ses plus hauts historiques. Derrière, donc je reprends les secteurs, mais j'ai fait à peu près le tour. Si vous regardez du défensif, on va plutôt regarder l'énergie. XLE, on reste quand même assez haut. On a rebondi ces derniers jours, ça j'avais prévenu. Le pétrole est quand même pas mal remonté, on va y revenir. Mais, si le marché continue à avoir le verre à moitié plein et qu'on a de la détente dans les négociations et la réouverture d'Ormuz, ça pourrait être là l'inverse, un daily lower high, donc un point haut plus bas que le précédent, que le record, pour corriger plus sur l'énergie. Donc on verra. Maintenant, si on commence à passer au-dessus des 60 sur XLE, là, ça voudra peut-être dire que il y a encore du stress sur le pétrole et que les valeurs liées à l'énergie vont peut-être derrière ici faire, cet ETF va faire une figure pour retourner vers son plus haut. Et là, dans ce cas-là, on jouera davantage des pétrolières, on sera un petit peu plus prudent sur le risque qu'on prendra sur d'autres valeurs. Si vous regardez les financières, ça commence à rebondir, mais ça a du mal aussi. On est en train de consolider et ce sera important de savoir si là, ici, on arrive à tenir le niveau pour commencer à se rediriger vers les plus hauts historiques sur cet ETF XLF des financières américaines. Et est-ce que ce secteur va aussi aider? C'est important. Il y a deux autres secteurs qui sont importants, c'est les financières, et je vais y venir juste après, la santé dans le S&P 500. Ça pèse quand même assez lourd dans l'indice. Il faut qu'on voit certaines valeurs qui repartent. Donc vous prenez des banques, les grosses comme JP Morgan, on est potentiellement en train de se mettre en configuration pour continuer à monter. Donc, il y a pas, on peut concrètement penser que ça va se réveiller aussi sur ce secteur et que ça va aider les indices à monter et globalement, nous, un portefeuille bien diversifié aussi à le faire monter. Le secteur de la santé, lui, était plus bearish que d'autres. Et là, on tente pareil à faire un faux break, à essayer de repartir. Alors, il y a beaucoup de travail encore sur le secteur de la santé. Donc, c'est lui encore qui a beaucoup à faire pour montrer un petit peu, prouver qu'il est capable de prendre le relais et de faire une rotation. Il faudrait clairement tenir ce bottom à 142, hein, sinon c'est invalidé. Et il faudrait surtout réussir à breaker la résistance des 150. Et là, ce sera game on sur XLV et une rotation vers la santé. Au niveau des dernières valeurs que je voulais vous montrer, sur des actifs intéressants en risk-on, c'est bien sûr le quantique, parce qu'il n'y a pas tellement d'ETF, mais il y a IONQ qui est le leader, en gros, un petit peu la référence du quantique. Pareil, on avait beaucoup baissé, même schéma depuis octobre, et là on a beaucoup de multiples à aller rechercher. Suite aux résultats, à un moment donné, on est beaucoup monté sur IONQ, là on a fait un très beau rebond, et on tente tout simplement de faire un daily higher low qui commence à s'initier, c'est très bien, et on pourrait clairement redevenir beaucoup plus positif si on passe les 49 dollars sur IONQ. Là, je pense que déjà, ce sera direction cette résistance à 55. Et après, on verra derrière les flux. Mais on est en train de se mettre dans une configuration plus intéressante sur le quantique. Circle, pour jouer les stablecoins et la crypto-monnaie. Autrement, vous voyez que ça ressemble un peu aussi à IONQ, mais en prenant plus son temps. On fait un beau rebond après avoir sacrément dégringolé. On est en train d'essayer de former un point bas qu'il faut absolument tenir. Donc là, le niveau alerte rouge, c'est 85. Il faut pas passer sous 85 dollars, sinon ça peut être plus dégradé sur Circle.
Mais on va voir. Et derrière, il faut commencer à reprendre les 115, puis ultimement, évidemment, les 130, 137 quasiment, ouais, sur Circle. Et vous avez la photonique aussi, qui se porte quand même très bien. Voilà des secteurs leaders, hein. Bon, là, c'est lié aux technologies de data center. Ça n'arrête pas. Ça ride le MA12, le MA26, AAOI, des secteurs comme AAOI ou Lumentum qu'il faut surveiller. Tant qu'on ride en daily les EMA12 et 26, ça peut nous servir de baromètre pour dire qu'on est complètement risk on toujours sur le marché. Donc c'est quand même très important pour les choix qu'on fait jour après jour, semaine après semaine. Les matières premières, les métaux précieux d'abord, l'or, le gold. On va voir, là c'est intéressant, c'est toujours un peu tricky, mais on peut très bien. Là, je suis en hebdomadaire l'or. Je suis quand même vachement dézoomé, mais pour vous montrer que, effectivement, là, il a retracé la première baisse à 0,618, retracement typique. Et là, c'est vraiment l'idée de voir si les acheteurs vont reprendre la main. Il faudrait clairement ici réagir pour repartir haussier. Et maintenant, on a un niveau d'invalidation assez clair, parce que ici, c'était vraiment trop bas en termes de risk-reward, 4100 $. On a le niveau des 4522 $ sur l'once d'or. Dans les semaines, jours et semaines qui viennent, on peut jouer haussier et se mettre cette invalidation sous 4522 $ et on verra derrière si les métaux précieux se portent mieux. Je vous fais pas l'argent, c'est à peu près la même chose avec plus de volatilité. Et sur le cuivre, c'est un actif aussi pour être risk-on sur les matériaux dont ont besoin les data centers, les semi-conducteurs, etc. Vous voyez que là aussi, hein, en weekly, on a fait un très beau rebond. Et je vais repasser plutôt en journalier pour le cuivre pour vous montrer plus en détail que on est en train de consolider suite au rebond pareil depuis fin mars. Ce qui serait bien, c'est de définitivement tenir le MA 26 ici en violet pour pouvoir faire un drapeau haussier classique, hein. Des fois, il faut rester sur les figures chartistes classiques. On fait un drapeau haussier, on consolide, on repart et après on va s'attaquer à l'ATH. Donc aller plutôt vers les 6,50 $ sur, sur les contrats futurs du cuivre. Donc voilà, et je vais finir avec le pétrole parce que c'est lui qui pourrait encore un peu jouer le trouble fait. Vous voyez qu'on est assez haut, hein, qui je parle, c'est le pétrole américain, le WTI. Le Brent, c'est encore autre chose. Moi, je regarde le WTI. Évidemment, dans les 10 premiers jours de la guerre, on avait eu un énorme pic à 120 $. On avait eu une deuxième phase de stress début avril, et quand Trump a commencé à annoncer des discussions pour les cessez-le-feu, là, on est bien retombé. On est retombé jusqu'à 80 $. Il y a quand même beaucoup de volatilité. Mais là, maintenant, je pense que se positionner à nouveau, si on croit au risque on global du marché, du coup, les prix du pétrole vont gentiment sur le baril retomber, et on serait plutôt sur une figure d'équilibre ici. Ce qui veut dire que bon, on était très haut, on est retombé, on est remonté, on est retombé encore, mais cette fois un peu moins bas que la fois d'avant. Et là, on remonte, mais on remonte un peu moins haut que la fois d'avant aussi. Donc en fait, 110, 111, ça a topé. Et là, on joue le retour au moins vers le milieu de ce range, donc vers 90-92 $ sur le pétrole. Et là, on verra après. Bien sûr, si ça devait se gâter au niveau des négociations, et c'est là le seul point d'alerte que je dirais, bah, de toute façon, les prix du pétrole nous diront, ici, on pourrait très bien faire un drapeau haussier ou une cup and handle, comme vous voulez, sur les prix du pétrole pour repartir. Et là, on repartirait vers 115, on essaierait de retourner vers les records, enfin, vers les plus hauts récents du pétrole. Et là, ce serait une alerte en disant, on va peut-être prendre plus de couverture, prendre de la volatilité, vendre les actifs peut-être les plus risqués parce que on aura eu de toute façon un narratif géopolitique un peu plus dégradé qui relancera les prix du pétrole. Mais sinon, pour l'instant, moi je pense que là, dans un premier temps, on pourrait avoir un mouvement de rééquilibre un peu baissier et
Ça nous annonce, hein, dans la semaine qui arrive, il faudra faire attention comme d'habitude à ce qui se passe en termes de géopolitique au Moyen-Orient, mais ça pourrait bien nous amener vers une semaine où même si on peut consolider un peu sur les semi-conducteurs, on aura d'autres secteurs, si ça se dégrade pas, d'autres secteurs qui vont prendre le relais, et ça peut être très bien pour un portefeuille diversifié ainsi de voir certaines valeurs continuer à s'apprécier, et ça fera qu'au global, le patrimoine, lui, s'appréciera aussi. Et en intraday, jour en jour, si on a une volatilité qui reste basse, ce qui est le cas pour le VIX, je vais finir avec ça. Vous voyez que sur le VIX, il est sur ses plus bas depuis février. Donc si on a un VIX qui est maintenu à un bas et surtout sous le niveau des 18,50-19, on peut même en intraday faire du suivi de tendance haussier pour trouver des trades intéressants. Voilà, c'était assez complet, un peu trop long encore pour cette vidéo, mais je préfère être plus complet pour vous donner le maximum d'informations. Je vous souhaite une bonne semaine et puis à bientôt pour une autre vidéo.